6 janvier 1949, Iwo Jima. 8 miles carrés de roches volcaniques noires flottant seules au milieu de l'océan Pacifique, à 1200 km au sud de Tokyo. Le matin, c'est au calme. La guerre s'est terminée il y a 3 ans et 4 mois. Les B-29 Super Fortress qui rugissaient autrefois au-dessus de cette île en route pour bombarder les villes japonaises ont disparu. Les Mustangs ont disparu. La plupart des Marines sont partis. Le mont Suribachi s'élève toujours à la pointe sud comme une dent sombre, et les alizés portent encore l'odeur du soufre, l'odeur qui donna son nom à l'île, Kyoto, île du soufre. Un endroit où le sol volcanique brûle la semelle de vos bottes si vous restez immobile trop longtemps, où la vapeur s'élève encore des fissures de la terre, où les morts d'une bataille livrée 4 ans plus tôt sont encore enterrés sous l'aérodrome. Un caporal de l'US Air Force nommé Ellis conduit une Jeep sur une route d'accès près de la base aérienne. Il est un peu plus de 9h30 du matin. Il passe en revue des papiers dans sa tête, compte les jours jusqu'à sa rotation, pense au café, pense à la maison. Et puis il les voit, 2 hommes, asiatiques, d'une maigreur douloureuse. Ils marchent le long de la route dans des uniformes de l'armée américaine trop grands qui pendent sur eux comme du linge mouillé, les manches et les jambes roulées plusieurs fois, les ceintures serrées jusqu'au dernier trou et au-delà. Ils ne courent pas, ils ne se cachent pas. Ils s'arrêtent simplement et restent là au bord de la route, regardant la Jeep approcher. Ellis suppose qu'ils sont des ouvriers chinois d'un navire marchand à quai, faisant du stop vers la base principale. Il ne tend même pas la main vers son arme de poing. Il n'a aucune idée que les 2 hommes devant lui sont les derniers soldats d'un empire qui n'existe plus. Il n'a aucune idée qu'ils attendent ce moment depuis 4 ans. Il n'a aucune idée qu'ils regardent des fantômes. Les 2 hommes sont Yamakage Kufuku et Matsudo Linsoki, mitrailleurs de la marine impériale japonaise, membres d'une unité commandée par un lieutenant Toshihiko Ono, un homme mort depuis le printemps 1945. Ils ont 27 et 28 ans. Ils en paraissent craindre. Leurs mains tremblent. Leurs dents sont déchaussées. Leur peau a la couleur du vieux papier. Ils n'ont pas mangé un vrai repas depuis des mois. Ils n'ont pas dormi à la surface depuis des années. Ils n'ont pas parlé à un autre être humain à part eux-mêmes depuis 1381 jours. Et dans la grotte qu'ils viennent de quitter, ils ont laissé derrière eux une radio américaine volée, un tas de chiffons qui leur servaient de lit, les os de petits animaux qu'ils ont mangés et un calendrier qu'ils tenaient avec des bouts de crayon sur le dos d'un journal américain. Ils attendaient depuis 4 ans de se rendre, et ils avaient finalement décidé que la guerre était terminée à cause d'une chanson de Noël. Mais c'est la fin de l'histoire, et pour la comprendre, il faut commencer par le début. Il faut commencer par l'homme qui les a envoyés dans cette grotte. Il s'appelait Tadamichi Kuribayashi. À l'été 1944, il avait 53 ans, général de division dans l'armée impériale japonaise, et il se tenait sur le pont d'un navire de transport en regardant le cône volcanique du mont Suribachi émerger pour la première fois de la brume du Pacifique. Il ne voulait pas être là. Kuribayashi n'était pas un commandant japonais typique. Il avait passé des années aux États-Unis dans les années 1920. Il s'était entraîné avec la cavalerie américaine à Fort Bliss au Texas. Il avait traversé le pays en Chevrolet. Il avait vu les usines de Detroit produire des voitures par milliers. Il avait vu les aciéries de Pittsburgh briller toute la nuit. Il avait vu les champs de blé infinis du Kansas et les ports de Californie et les chemins de fer qui traversaient un continent. Il comprenait, d'une manière que presque personne d'autre dans le haut commandement japonais ne comprenait, ce qu'était réellement l'Amérique. Il avait écrit à sa femme dans une lettre qui survit encore aujourd'hui. Les États-Unis sont le dernier pays au monde contre lequel le Japon devrait se battre. Son potentiel industriel est énorme et fabuleux, et le peuple est énergique et polyvalent. Il ne faut jamais sous-estimer la capacité de combat américaine. Et maintenant, il était envoyé défendre un morceau de roche volcanique contre la nation même qu'il avait mise en garde son pays. Hideki Tojo, le dictateur militaire du Japon, l'avait choisi personnellement. « Seul toi parmi tous les généraux, lui dit Tojo, est qualifié et capable de tenir ce poste. » Ce n'était pas un compliment. Kuribayashi comprenait exactement ce que c'était. C'était une condamnation à mort. Il était envoyé à Iwo Jima pour y mourir. Mais Kuribayashi n'allait pas mourir en silence. C'était un samouraï par lignée, un officier par formation et un analyste par tempérament. Et il avait passé des mois à réfléchir au problème. Il ne pouvait pas gagner la bataille d'Iwo Jima. La machine industrielle américaine était trop vaste. La marine américaine régnait sur le Pacifique. Les B-29 volaient déjà au-dessus des villes japonaises, larguant des bombes incendiaires sur les maisons en bois de Tokyo et d'Osaka.
Iwo Jima tomberait. La seule question était à quel prix, et Kuribayashi décida que le prix serait biblique. Il jeta tout le manuel japonais, plus de charges banzai, plus de rencontres de l'ennemi au bord de l'eau, plus de théâtre samouraï consistant à charger sous le feu des mitrailleuses, l'épée levée vers le soleil. Tout cela, il l'avait décidé, était un gaspillage romantique de vie. Il allait faire quelque chose que l'armée japonaise n'avait jamais fait auparavant. Il allait descendre sous terre. Pendant 9 mois, ses 21 000 hommes et un millier d'ouvriers coréens creusèrent dans la pierre volcanique tendre d'Iwo Jima avec des outils à main. Ils travaillaient par roulement parce que la chaleur de la roche volcanique était si intense qu'un homme ne pouvait creuser que 5 minutes avant d'être remplacé. Les fumées de soufre s'infiltrant des parois rendaient les hommes étourdis et malades. Ils durent concevoir les tunnels avec plusieurs puits de ventilation, avec des entrées et sorties séparées, avec des escaliers et des passages interconnectés pour qu'aucune bombe ou obus ne puisse piéger une unité entière. Ils construisirent 18 km de tunnels, avec 6 km supplémentaires prévus jamais achevés. Ils construisirent des centres de commandement souterrains à 23 mètres sous la surface. Ils construisirent des chambres assez grandes pour accueillir 400 hommes à la fois. Le versant nord du mont Suribachi seul cachait plusieurs milliers de mètres de tunnels. Ils construisirent 730 positions fortifiées, 120 pièces d'artillerie de plus de 75 mètres, 130 obusiers, 90 mortiers lourds et lance-roquettes, 200 nids de mitrailleuses, 24 chars enterrés dans le sable jusqu'à leurs tourelles. Chaque position en couvrait une autre. Chaque angle de l'île était visé par des canons japonais. Kuribayashi avait conçu les défenses pour que chaque mètre carré d'Iwo Jima se trouve dans la zone mortelle d'au moins une arme japonaise. Il n'y avait aucun endroit sûr. Il n'y avait aucun terrain mort. L'île entière était une machine conçue pour tuer des Américains. Et ses ordres à ses hommes étaient simples. Ne tirez pas sur la plage. Laissez-les débarquer. Laissez-les se regrouper. Laissez-les se sentir en sécurité. Laissez-les allumer leurs cigarettes et empiler leur équipement et rire au soleil du matin. Et puis, quand ils sont exposés et regroupés sur ce sable volcanique noir, où ils ne peuvent pas creuser de trous parce que la cendre s'effondre sur elle-même comme du sucre, ouvrez le feu avec tout ce que nous avons. Chacun de vous, dit Kuribayashi à ses hommes, tuera 10 Américains avant de mourir. C'est votre devoir envers l'empereur, c'est votre cadeau au Japon. Il interdit les charges suicides qui avaient défini les tactiques japonaises pendant toute la guerre. Il dit à ses soldats que mourir glorieusement dans une charge banzai était inutile. Mourir après avoir tué 10 ennemis était sacré. Leur vie n'était pas sans valeur. Leur vie valait 10 vies chacune. Parmi ces 21 000 hommes se trouvaient 2 jeunes mitrailleurs, Yamakage Kufuku et Matsudo Linsoki. Ils n'étaient pas officiers. Ils n'étaient pas samouraïs. Ils venaient de familles paysannes dans le Japon rural. Ils avaient été mobilisés, formés, envoyés. On leur avait remis une mitrailleuse lourde type 92 et assignés à une position quelque part dans le labyrinthe que Kuribayashi construisait. Ils n'avaient aucune idée de ce qui arrivait. Aucun d'eux ne l'avait. La plupart d'entre eux ne reverrirent plus jamais la lumière du jour en hommes libres. Cela arriva le matin du 19 février 1945. 60 000 Marines des 3e, 4e et 5e divisions prirent d'assaut les plages d'Iwo Jima après 3 jours du plus long bombardement naval de l'histoire de la guerre du Pacifique. Des cuirassés avaient pilonné l'île. Des croiseurs avaient pilonné l'île. Des avions des porte-avions américains avaient largué des tonnes de bombes sur l'île. Les planificateurs américains pensaient que le bombardement avait dû tuer la plupart de la garnison japonaise. Ils avaient tort. Le bombardement n'avait presque rien fait. Les hommes de Kuribayashi étaient à 23 mètres sous terre, buvant l'eau des citernes en argile, écoutant les obus s'écraser au-dessus comme un tonnerre lointain. Les Marines débarquèrent et pendant la première heure ne trouvèrent rien. Ils pensaient que le bombardement avait tué tout le monde. Ils remontèrent à la plage. Ils allumèrent des cigarettes. Ils empilèrent l'équipement. Ils avancèrent à l'intérieur des terres en longue ligne vers les aérodromes. Et puis, exactement au moment que Kuribayashi avait calculé comme le plus catastrophique, l'île entière ouvrit le feu. Mitrailleuses, mortiers, artillerie, mortiers lourds, tirant des roquettes de 320 dans le Sliestrom qui tombaient comme des météorites parmi les troupes américaines regroupées. Le sable noir devint rouge.
Les Marines moururent avec leurs cigarettes encore à la bouche. Ils moururent en essayant de creuser des trous qui se remplissaient d'eux-mêmes. Ils moururent en regardant une montagne qui tirait sur eux depuis des positions qu'ils ne pouvaient pas voir, depuis des grottes si bien camouflées que vous pouviez être à 3 mètres d'un nid de mitrailleuse sans jamais savoir qu'il était là. À la fin du jour J à Iwo Jima, 2400 Américains étaient sans doute morts ou blessés, et la bataille n'avait même pas commencé. Elle dura 36 jours. Elle tua près de 7000 Marines et en blessa 19 000 autres. Elle devint la seule bataille de toute la guerre du Pacifique où les pertes américaines dépassèrent pour les pertes japonaises. 27 médailles d'honneur furent décernées pour ces 36 jours, plus que pour n'importe quelle autre bataille unique de l'histoire américaine. Les combats se déroulaient à une proximité presque inimaginable dans la guerre moderne. Les Marines nettoyaient un blockhouse avec des lance-flammes et des grenades, tuaient les Japonais à l'intérieur et avançaient pour se faire tirer dans le dos des heures plus tard par des soldats japonais qui étaient revenus par les tunnels et avaient réoccupé la même position. Il y avait une section du plateau nord que les Marines nommèrent le hachoir à viande. Il y avait une colline qu'ils appelaient Turkey Knob. Il y avait un champ de tuerie ouvert qu'ils appelaient l'amphithéâtre. Des hommes mouraient dans ces endroits par centaines, reprenant les mêmes mètres de terrain encore et encore. La cendre volcanique se mélangeait au sang et se transformait en une pâte noire qui collait à tout. L'odeur de cordite, de soufre et de corps brûlés était si épaisse que les hommes vomissaient dans leurs casques. Et sur les 21 000 défenseurs japonais, seuls 216 se rendirent pendant les combats réels. 216 hommes sur 21 000. Le reste combattit jusqu'à la dernière balle, se fit exploser avec des grenades, but du cyanure, se trancha la gorge avec des baïonnettes ou simplement disparut dans les tunnels. Quand l'île fut officiellement déclarée sécurisée le 26 mars 1945, les services de renseignement américains estimèrent qu'environ 300 soldats japonais étaient encore en vie quelque part dans les tunnels. Le nombre réel était plus proche de 3000. Ils s'étaient enfoncés plus profondément. Ils s'étaient enfermés. Ils avaient fait s'effondrer les entrées derrière eux. Ils avaient attendu. Et parmi eux, quelque part dans le dédale de grottes à l'extrémité nord de l'île, se trouvaient Yamakage Kufuku et Matsudo Linsoki. Le 147e régiment d'infanterie de l'US Army, des soldats de la garde nationale de l'Ohio, reçut le sale boulot de nettoyer ce que les Marines avaient laissé derrière eux. Ils s'appelaient les Hommes des Grottes. Pendant 3 mois, d'avril à juin 1945, ils rampèrent dans les tunnels avec des lampes de poche et des pistolets, avec des lance-flammes et des charges explosives, traînant les morts et tuant les vivants. Le travail était cauchemardesque. Les tunnels étaient pleins de cadavres. L'odeur était inimaginable. Les Japonais à l'intérieur ne se cachaient pas seulement. Beaucoup avaient reçu l'ordre de continuer à tuer des Américains aussi longtemps que possible. Des tireurs d'élite gardaient les entrées des grottes. Si un marine s'approchait assez pour lancer une grenade, il y avait souvent un autre soldat japonais en champ extérieur à l'intérieur de la grotte, prêt à attraper la grenade et à la relancer. Certains de ces hommes avaient été informés par leur propre propagande que les Américains les tortureraient, les castreraient, les donneraient à manger aux chiens. Ils y croyaient. Ils n'avaient aucune raison de ne pas y croire. Le gouvernement japonais avait passé des années à leur dire que les Américains étaient des démons sous forme humaine. Ils combattirent donc, ou se cachèrent, ou attendirent un ordre qui ne viendrait jamais. Le 147e tua 1602 soldats japonais lors d'actions de petites unités pendant ces 3 mois. Ils en capturèrent 867 autres, souvent avec l'aide d'un sergent Nisei nommé Terry Doi, un japonais-américain qui s'approchait des grottes torse nu pour montrer qu'il était désarmé et appelait en japonais, disant aux hommes à l'intérieur que la guerre était perdue, qu'ils ne seraient pas blessés. Il gagna une Silver Star pour ce travail. Les Américains scellèrent aussi des milliers de Japonais dans des tunnels effondrés avec des explosifs, les laissant suffoquer ou mourir de faim dans le noir. Parfois, des semaines plus tard, les hommes des grottes pouvaient encore les entendre bouger là-dessous, sous la roche. Finalement, les bruits s'arrêtèrent. Yamakage et Matsudo attendirent tout cela. Nous ne savons pas exactement quand ils réalisèrent que personne ne viendrait les sauver. Nous ne savons pas exactement quand leurs officiers moururent, ou quand leur unité se disloqua, ou quand la dernière résistance japonaise organisée sur l'île s'effondra. Nous savons seulement ce qu'ils racontèrent plus tard à leurs interrogateurs,
Ils savaient que les Américains fouillaient dans les grottes. Ils savaient que les Américains les scellaient avec de la dynamite. Ils savaient que se faire prendre signifiait, dans leur esprit, être tués. Ils étaient 2 jeunes hommes, loin de chez eux, tenant une mitrailleuse qu'ils ne pouvaient pas utiliser parce que le bruit les trahirait. Ils firent donc la seule chose qui avait du sens. Ils allèrent plus profond. Ils se déplaçaient la nuit et dormaient le jour. Ils apprirent quelle grotte avait plusieurs sorties, au cas où les Américains en trouveraient une. Ils apprirent quelle section de tunnel était trop instable pour y entrer. Ils apprirent la géographie d'une ville souterraine construite pour cacher une armée, et ils l'utilisèrent pour cacher seulement 2 hommes. Au-dessus d'eux, les Américains construisirent une base aérienne. Le premier bataillon du 147e régiment fut retiré à la fin juin 1945, quelques semaines seulement avant que les bombes atomiques ne tombent sur Hiroshima et Nagasaki. Les bombes qui mirent fin à la guerre furent transportées par des avions qui décollaient de Tinian, une île des Mariannes, et beaucoup survolèrent Iwo Jima en chemin. Yamakage et Matsudo, quelque part sous terre, les auraient entendus. L'Enola Gay vola au-dessus d'eux. Boxcar vola au-dessus d'eux. Les 2 avions qui mirent fin au monde qu'ils connaissaient passèrent directement au-dessus de leur grotte, et ils auraient entendu les moteurs à travers la roche. Ils n'auraient pas su ce qu'ils entendaient. Ils n'auraient pas su que ces moteurs transportaient des armes qui, en un éclair de lumière, tueraient 200 000 de leurs compatriotes. Ils étaient à 23 mètres sous la pierre volcanique, et le monde au-dessus d'eux changeait pour toujours, et ils ne le savaient pas. Le Japon capitula officiellement le 2 septembre 1945 sur le pont de l'USS Missouri dans la baie de Tokyo. Ils ne le savaient pas. L'occupation américaine du Japon commença. Ils ne le savaient pas. Les procès pour crimes de guerre de Tokyo commencèrent. Ils ne le savaient pas. La famille de Kuribayashi reçut la notification officielle de sa mort. Ils ne le savaient pas. Le monde avait continué au-dessus d'eux et ils étaient toujours là, dans la roche volcanique, mangeant des ordures et attendant un ordre qui n'existait plus. Parce qu'ils devaient manger. Il n'y a pas de nourriture sous terre. Il n'y a pas d'eau fraîche. Les citernes que Kuribayashi avait construites furent à sec quelques semaines après la fin de la bataille. Yamakage et Matsudo sortaient donc la nuit. Ils le devaient. Ils sortaient en rampant des entrées de grosses qu'ils avaient cachées derrière des broussailles et des rochers, et ils pillaient les décharges américaines. Ils fouillaient ce que les aviateurs jetaient. Des boîtes de conserve avec des restes de nourriture encore collés, des quais-rations à moitié mangées, des trognons de pommes, du marc de café, des os avec de la viande restante. Ils volaient de l'eau dans des gourdes ouvertes laissées près des chantiers. Ils volèrent des vêtements sur des cordes à linge. C'est ainsi qu'ils se retrouvèrent en uniforme américain de taille trop grand. Ils volèrent du savon. Ils volèrent des allumettes. Ils volèrent, finalement, une petite radio. Ils se déplaçaient, comme des fantômes, à travers le périmètre de la base aérienne, qui se trouvait maintenant au-dessus de leurs camarades morts. Ils firent cela pendant 1 an, puis 2 ans, puis 3. Pensez à ce que cela signifie. Pensez à ce que cela signifie de faire cela pendant 1381 nuits d'affilée. Chaque nuit, pendant près de 4 ans, 2 hommes sortaient en rampant d'une grotte sur une base militaire américaine, sachant que s'ils étaient vus par une sentinelle, ils seraient abattus, sachant qu'un seul son pouvait alerter un chien de garde, sachant qu'une seule erreur, une toux, un faux pas dans le noir mettrait fin à leur vie. Et ils le firent encore et encore et encore. Ils le firent pendant les saisons des pluies quand la grotte était inondée. Ils le firent pendant les saisons sèches quand la poussière les faisait tousser. Ils le firent pendant les typhons. Ils le firent pendant la chaleur tropicale qui faisait de la grotte un four. Ils le firent quand ils étaient malades. Ils le firent quand ils mouraient de faim. Ils le firent quand ils étaient si fatigués qu'ils pouvaient à peine marcher. Et chaque matin avant l'aube, ils retournaient en rampant dans leur grotte et dormaient sur des chiffons jusqu'à la nuit suivante. Ce qu'ils mangeaient était presque rien. Leurs dents tombaient à cause de la malnutrition. Leurs gencives saignaient. Leurs cheveux s'éclaircissaient. Leur vue s'affaiblissait après des années passées principalement dans le noir. Ils développèrent une sorte de télépathie entre eux parce qu'ils ne pouvaient pas toujours parler plus fort qu'un murmure, et même les murmures étaient dangereux. Ils communiquèrent de par signes de la main, par tapotement, par regard. Ils se connaissaient mieux que des maris connaissent leurs femmes, mieux que des frères connaissent leurs frères. Ils étaient les 2 seuls êtres humains dans le monde de l'autre pendant près de 4 ans. Si l'un d'eux était mort, l'autre aurait été complètement seul sur une planète d'étrangers. Aucun d'eux ne parla jamais de ce qu'il aurait fait si cela s'était produit.
Ce qui les brisa, à la fin, ne fut ni la faim, ni la maladie, ni la découverte. Ce fut une chanson de Noël. Quelque part fin 1948, ils avaient réussi à voler une petite radio quelque part sur la base américaine. Ils la cachèrent dans leur grotte. Ils l'accordèrent soigneusement, tard dans la nuit, à la recherche de signaux du Japon. Ils essayaient d'entendre une émission impériale. Ils essayaient d'entendre que la guerre continuait, que la patrie tenait encore, que quelqu'un quelque part se souvenait d'eux. Ce qu'ils obtinrent à la place fut la radio de Tokyo. La radio de Tokyo diffusant de la musique de Noël. La radio de Tokyo diffusant de la musique de Noël américaine. Les deux hommes se tenaient assis dans le noir d'une grotte volcanique sur Iwo Jima et écoutaient « Douce nuit », diffusée depuis la capitale de leur propre pays. Et ils comprirent. Ils comprirent complètement et sans aucun espace pour l'espoir. Le Japon avait perdu. Le Japon avait perdu si complètement que la radio à Tokyo diffusait maintenant les chansons de leurs ennemis. Il n'y avait plus d'émission impériale. Il n'y avait plus de combat à poursuivre. Il n'y avait plus d'ordre à venir. Il n'y avait plus personne pour qui attendre. La guerre était terminée. Elle l'était depuis très longtemps. Ils y réfléchirent pendant des jours. Ils discutèrent. Ils envisagèrent de se suicider comme tant de leurs camarades l'avaient fait. Il y avait une tradition japonaise pour cela. Un soldat qui avait failli à son empereur était censé mettre fin à ses jours. Ils avaient des grenades. Ils avaient une baïonnette. Ils avaient des falaises à proximité. Mais ils ne purent pas le faire. Après tout ce qu'ils avaient survécu, ils ne purent se résoudre à mourir dans cette grotte. Ils firent donc l'autre choix. Ils décidèrent de sortir. Ils enfilèrent les uniformes américains volés. Ils se lavèrent du mieux qu'ils purent avec de l'eau de pluie collectée. Ils laissèrent leurs mitrailleuses derrière dans la grotte. Ils laissèrent la radio. Ils laissèrent le calendrier qu'ils avaient obtenu. Ils marchèrent jusqu'à la route qui longeait la base aérienne, et ils attendirent là, en pleine vue, que quelqu'un les trouve. Le caporal Ellis passa d'abord en jeep. Il les regarda. Ils le regardèrent. Ellis supposa qu'ils étaient des ouvriers chinois et continua sa route. Ils avaient attendu 4 ans pour se rendre, et le premier Américain qu'ils montrèrent se contenta de passer devant eux. Ils marchèrent donc. Ils boitillèrent sur la route dans ces uniformes trop grands, en plein jour, jusqu'à ce qu'un autre Américain les repère et comprenne enfin ce qu'ils voyaient. Ils furent emmenés à l'aérodrome. Ils s'identifièrent par l'intermédiaire d'un interprète. Ils racontèrent leur histoire, et au début personne ne les crut. Les Américains supposèrent qu'ils étaient des marins d'un navire chinois qui avait erré à terre. L'histoire était trop incroyable. 2 soldats japonais qui s'étaient cachés sur une base aérienne américaine active pendant 4 ans, mangeant les ordures américaines, écoutant la radio américaine, dormant sous les bottes américaines, pendant que le monde continuait sans eux. Mais ils disaient la vérité. Ils conduisirent leurs interrogateurs jusqu'à la grotte où ils avaient vécu. L'entrée était cachée derrière des barbelés et des broussailles, dans une section de l'île que les Américains avaient dépassée des milliers de fois. Les soldats qui entrèrent dans la grotte trouvèrent des choses qu'ils ne pouvaient pas croire, des nattes de couchage faites de paille de riz que les hommes avaient tissées eux-mêmes, la radio qu'ils avaient se volée, encore réglée sur une fréquence de Tokyo, des bouts de journaux américains qu'ils avaient utilisés pour suivre le calendrier, les os de petits animaux qu'ils avaient mangés, un petit coin cuisine où ils avaient utilisé des tablettes de combustible volées dans les rations américaines, des piles soigneusement triées de déchets utilisables, une rangée nette de boîtes vides qu'ils avaient utilisées pour collecter l'eau de pluie. Les interrogateurs se tinrent dans cette grotte et essayèrent d'imaginer passer 4 ans là-dedans, et ils ne purent pas. Yamakage et Matsudo avaient survécu 1381 jours sous terre, 4 ans et 130 jours après la fin de la bataille d'Iwo Jima, 3 ans et 4 mois après que le Japon se fut rendu aux États-Unis sur le pont de l'USS Missouri. Ils étaient les derniers soldats des forces impériales japonaises à se rendre sur Iwo Jima. Il y aurait d'autres résistants sur d'autres îles dans les années à venir, des soldats dans les jungles des Philippines et de Guam qui ne se rendraient pas avant les années 1960. Mais Yamakage et Matsudo étaient les derniers d'Iwo Jima, les derniers de cette roche volcanique qui avait coûté tant de vies. Le Pacific Stars and Stripes publia le titre le 10 janvier 1949. Des Japonais se rendent après 4 ans de cachette. L'article était petit. Il était enterré à l'intérieur du journal. Le monde avait continué. La guerre froide commençait. Berlin était bloqué. La Chine était sur le point de tomber au communisme. La guerre de Corée était à peine à plus d'1 an. La plupart des Américains qui lurent ce petit article dans leur journal du matin ce jour-là avaient déjà oublié qu'il y avait eu un endroit appelé Iwo Jima.
Les 2 hommes furent bien traités. Ils furent nourris lentement parce que leurs estomacs ne supportaient plus la vraie nourriture. Ils reçurent des soins médicaux. Ils furent photographiés. Ils furent interrogés. Et finalement, ils furent renvoyés chez eux, au Japon, dans un pays qu'ils n'avaient pas vu depuis plus de 5 ans, dans un pays maintenant occupé par les Américains dont ils s'étaient cachés. Ils virent leur famille. Ils virent leur village. Ils virent un Japon qui n'avait plus d'empereur au sens ancien, un Japon qui avait renoncé à la guerre pour toujours dans sa constitution, un Japon qui se reconstruisait à partir des cendres avec l'argent américain et sous supervision américaine. Ils s'étaient cachés dans une grotte pendant 4 ans pour éviter de se rendre aux Américains, et ils rentrèrent chez eux pour découvrir que tout le Japon s'était rendu, que tout le Japon avait accueilli les Américains, que tout le Japon était maintenant allié avec la nation même qu'ils avaient tant crainte. Des années plus tard, les 2 hommes écrivirent un livre sur leur expérience. Ils racontèrent au monde ce que ces 4 années avaient été. Ils devinrent, brièvement, des célébrités mineures. Puis ils retournèrent à une vie ordinaire. Ils vécurent jusqu'à devenir des vieillards. Ils moururent en vieillards. Et quelque part en eux deux, jusqu'au jour de leur mort, une partie n'avait jamais vraiment quitté la grotte. Ce qui est remarquable dans cette histoire n'est pas seulement qu'ils aient survécu, c'est ce que leur survie révèle sur les hommes qui combattirent sur cette île. Kuribayashi avait construit toute sa défense autour d'une seule idée brutale. Il ne pouvait pas sauver le Japon. Il ne pouvait même pas sauver Iwo Jima. Mais il pouvait faire payer aux Américains si cher chaque pouce de cette roche volcanique qu'ils réfléchiraient 2 fois avant d'envahir les îles principales. Et il réussit au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Les chiffres des pertes d'Iwo Jima furent si horrifiants qu'ils devinrent l'un des arguments utilisés à Washington pour justifier le largage des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Si une seule île de 8 miles carrés coûtait près de 7000 morts américains, que coûterait l'invasion du Japon lui-même ? 1 demi-million de vies américaines ? 1 million ? La réponse était impensable. Les chefs d'état-major interarmés firent le calcul, et ils n'aimèrent pas ce que les chiffres disaient. Alors, à la place, 2 villes brûlèrent en moins d'1 semaine, et la guerre se termina sans invasion des îles principales. Kuribayashi ne le sut jamais. Il mourut sur Iwo Jima, probablement de sa propre main, quelque part fin mars 1945. Son corps ne fut jamais identifié. Mais les hommes qu'il commanda, ceux qui s'enfuirent dans la roche volcanique et refusèrent d'en sortir, firent partie de ce calcul. Yamakage et Matsudo firent partie de ce calcul. 2 garçons paysans avec une radio volée dans une grotte pleine d'ossements aidèrent, d'une petite manière, à changer la façon dont le monde se termina. Il y a autre chose qui persiste dans cette histoire, quelque chose de plus difficile à nommer. Nous parlons de la loyauté comme d'une vertu. Nous parlons du devoir comme de quelque chose de noble. Les Japonais avaient un mot pour cela, jiri, l'obligation qui lie un homme à son seigneur, son unité, son pays. C'est un beau mot, c'est le fondement d'une civilisation entière. Mais il y a un point, quelque part en descendant dans un tunnel volcanique, où la loyauté devient une sorte de suicide au ralenti. Il y a un point où le devoir devient une cage. Yamakage et Matsudo n'étaient pas des héros au sens conventionnel. Ils ne sauvèrent personne. Ils ne portèrent pas un coup à l'ennemi. Ils attendirent simplement, dans le noir, qu'un empire qui n'existait plus vienne leur dire qu'ils étaient autorisés à arrêter. Et quand personne ne vint, ils continuèrent à attendre. La chose la plus obsédante dans leur histoire n'est pas qu'ils aient survécu 4 ans avec des ordures et de l'eau de pluie, c'est qu'ils n'avaient pas à le faire. La guerre se termina en septembre 1945. Ils auraient pu sortir le mois suivant, ou le mois d'après, ou n'importe lequel des 40 mois qui suivirent. Chaque jour qu'ils passèrent dans cette grotte fut un jour qu'ils choisirent, en ne choisissant pas, en attendant la permission, en attendant un ordre, en étant de bons soldats dans une armée qui avait cessé d'exister. Ils n'étaient pas piégés par la roche au-dessus de leur tête, mais par les ordres dans leur tête. Et les ordres dans leur tête étaient plus forts que la roche. C'est la leçon que l'histoire nous enseigne, et c'est une leçon que presque personne ne veut entendre. La prison la plus difficile à quitter est celle que l'on construit soi-même. La guerre la plus difficile à terminer est celle qui est déjà finie, mais que personne ne vous a signalée. L'ordre le plus difficile à transgresser est celui que plus personne ne vous donne. Yamakage et Matsudo n'étaient pas des hommes faibles, c'étaient des hommes extraordinaires.
La discipline qu'il a fallu pour survivre à ces 4 années aurait suffi à bâtir des empires, à écrire des livres, à fonder des familles, à accomplir n'importe quoi dans ce monde. Mais ils l'ont gaspillé à attendre. Ils ont passé 4 des meilleures années de leur jeunesse dans un trou creusé dans le sol, à manger des déchets américains, parce que personne ne leur avait dit qu'ils étaient autorisés à cesser d'être des soldats. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit que l'obstacle est le chemin. Il voulait dire par là que la difficulté devant vous ne bloque pas votre route. La difficulté est la route. Mais il y a ici une autre leçon, plus ancienne et plus dure, que les stoïciens comprenaient également. Parfois, l'obstacle est l'attente elle-même. Parfois, la guerre que vous menez s'est terminée il y a bien longtemps, et la seule personne qui n'a pas été prévenue, c'est vous. Parfois, la grotte dans laquelle vous vous cachez n'a pas de porte parce que vous n'en avez pas construit. Épictète a écrit que nul homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Yamakage et Matsudo étaient des survivants extraordinaires, mais ils n'étaient pas libres. Leur loyauté envers un empire défunt était devenue ce qui les emprisonnait. Leur devoir était devenu leur donjon. La pierre volcanique d'Iwo Jima contient encore ses tunnels aujourd'hui. Le sable noir sent encore le soufre. L'île est de nouveau territoire japonais, un lieu de pèlerinage pour les vétérans des 2 côtés, un endroit où les ossements de jeunes hommes des 2 nations sont encore trouvés dans la roche. Yamakage Kufuku et Matsudo Linsoki rentrèrent chez eux et vécurent des vies ordinaires, mais la grotte ne les lâcha jamais. Ils en étaient sortis un matin de janvier 1949, mais d'une manière qui compte, ils étaient toujours là-dedans, écoutant le silence, attendant le prochain bruit, dormant le jour, fouillant les ordures dans le noir. La grotte devint une partie d'eux. Peut-être devint-elle tous deux. Et peut-être est-ce là le vrai sens de la guerre, la partie que les médailles, les parades et les monuments ne capturent pas. La guerre ne se termine pas quand la capitulation est signée. La guerre se termine, soldat par soldat, année par année, quand chaque homme se permet enfin d'arrêter de combattre. Pour certains hommes, cela prend quelques mois. Pour certains, cela prend une vie entière. Pour Yamakaji et Matsudo, cela prit une chanson de Noël passant par une radio volée dans une grotte à 23 mètres sous terre. Si vous aviez été dans ce tunnel avec eux, assis dans le noir, écoutant Douce Nuit à la radio depuis Tokyo, qu'est-ce qui vous aurait brisé en premier? La faim, le silence, les 4 années d'attente, ou le moment où vous auriez enfin compris que le pays pour lequel vous mouriez avait cessé d'exister sans vous le dire? Seriez-vous sorti ou seriez-vous resté dans la grotte pour toujours? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'eux.